Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes donc ensemble pour une autre soirée sportive et déjà, je vous invite à suivre le sommaire. Ce numéro de la Grande Team vous propose ce soir sa rubrique LGT News. En actu, nous parlerons de la Ligue 2. Comment jugez-vous le niveau actuel de la compétition? C'est la question LGT du jour. Bonne soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa pétillante équipe. Et voilà la question LGT pour ce soir qui concerne le championnat national, particulièrement la Ligue 2 football. Comment jugez-vous le niveau actuel de la Ligue 2 cette saison? Vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, ma pétillante équipe ce soir, pour la première partie, mon équipe est composée de Balo et d'Henri-Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Henri-Joël, on a dit la pétillante équipe. Bonsoir, Marie-Christine. C'est préférable pour vous. Bon, voilà. Et allez, on ne perd pas le temps ce soir. On passe directement à LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour démarrer ces news. Oscar Pistorius, une liberté conditionnelle possible. Condamné pour le meurtre de sa compagne en novembre 2017 à 13 ans, 5 mois de prison, Oscar Pistorius sera situé sur une possible libération conditionnelle vendredi à l'issue d'un réexamen à sa demande. L'annonce a été faite lundi dernier par le département des services pénitentiaires Sud-Africa. Le sort de l'ex-champion paralympique dépendra de la commission en charge des libérations anticipées. Rappelant qu'une première demande du prisonnier en mars avait été rejetée et que c'est dans la nuit du 13 au 14 février 2013 que Pistorius avait tué sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, alors âgé de 29 ans. LGT News. Rallye Raid. 590 concurrents engagés sur Dakar 2024. Ils seront au total 590 à s'engager au Rallye Raid Dakar 2024. Lundi dernier, les concurrents ont eu une idée beaucoup plus nette du parcours de cette course organisée en Arabie Saoudite et dont la 5e édition aura lieu du 5 au 19 janvier 2024. L'endurance sera le maître mot de cette épreuve. À un terrain déjà très sélectif par nature, s'ajoutera la longueur des étapes, avec un format de course inédit dans l'immensité des dunes de l'Empty Quarter. L'édition 2024 ne sera sans doute pas une balade de plaisir, d'autant plus que les difficultés seront nombreuses tout au long des 7891 km à parcourir, dont des spéciales de 4727 km. Nasser Al-Attiyah et Mathieu, vainqueurs de l'édition précédente, défendront de nouveau leur titre. LGT News. Cyclisme, championnat du monde. Les parcours de Zurich 2024 dévoilés ce mercredi. La Suisse accueillera les championnats du monde de cyclisme du 21 au 29 septembre 2024. Les parcours des mondiaux qui s'y dérouleront ont été présentés officiellement ce mercredi. Chez les hommes comme chez les femmes, la boucle finale, longue de 27 km, comportera 2 difficultés, peu après le passage sur la ligne. Les femmes la parcourront 4 fois pour un total de 154,1 km, tandis que les hommes effectueront 7 tours, soit 273,9 km en tout à avaler. Les participants au championnat du monde de cyclisme Zurich 2024 sont situés désormais sur le circuit. Alors, on part pour les débriefs des news de ce soir et on commence avec Henri-Joël qui nous parle de 2 grosses options pour De Réa sur la table. Oui, malheureusement, l'un des meilleurs gardiens d'Europe, il y a de cela 2 ou 3 saisons, se retrouve sans club. Déjà, il faut connaître un peu l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation? Alors, il était gardien de Manchester. Il est arrivé à Manchester United en 2011 avec Souley Ferguson. Il avait du mal à s'imposer. Ensuite, il va réussir à s'imposer dans cette équipe de Ferguson. Et puis derrière commence la belle aventure. C'est vrai qu'après le départ de Suarez, le club a galéré un peu, bien sûr, avec l'arrivée de Mourinho. Il y a eu cette Ligue Europa, il y a eu quelques petits trophées là, mais ce n'est pas la grande équipe de Manchester United.
Mais si le club a tenu durant toutes ces années, c'est en partie grâce à David De Gea qui a été vraiment un dernier rempart très, très, très important pour cette équipe de Manchester United. Ensuite, on a l'arrivée de Erik ten Hag qui ne veut pas d'un gardien qui ne sait pas jouer balle au pied. Et ça, c'est la grosse difficulté de David De Gea. On a vu que chaque fois qu'il avait des relances à faire, c'était un peu compliqué. Donc, Erik ten Hag, lui, a fait venir un gardien qui sait en même temps qui est très bon dans les buts, comme De Gea, mais aussi qui a la capacité aussi de jouer des pieds. Donc, raison pour laquelle il fait venir Onana. Ensuite, Bayandi, le gardien turc. Du coup, De Gea se retrouve sans club, son contrat arrive à terme et les deux clubs se séparent. Sauf que depuis cette situation, il n'est pas sorti de l'Angleterre. Il est toujours à Manchester, il est toujours dans la ville de Manchester. Il continue même de dîner avec ses anciens coéquipiers. Il sort avec ses anciens coéquipiers. Il y a eu un moment, quand Onana a eu quelques difficultés au début, on a évoqué même un retour pour David De Gea au sein du club pendant le temps où Onana serait à la CAN, c'est-à-dire à partir de janvier. Il y a eu ces rumeurs-là qui ont fuité. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, on a deux offres. Les offres qui viennent du club de Ronaldo, Al Nassr, et puis du club de Lionel Messi. Voilà. Maintenant, d'aucuns diront que oui, peut-être il aura une préférence pour le club de Ronaldo, puisque déjà il connaît Ronaldo, il connaît aussi Alex Telles, qui lui aussi est passé du côté de Manchester United. Mais comme l'élément l'a dit, sa préférence, s'il devait quitter, bien sûr, le vieux continent, ça sera plutôt les États-Unis avec l'Inter de Miami de Lionel Messi. Alors, est-ce qu'il ira aux États-Unis? On ne sait pas. Est-ce qu'il va continuer de rester en Europe? Ou est-ce que la piste Manchester United aussi peut s'avérer intéressante, puisque à partir du mois de janvier, Onana ne sera plus disponible pour le temps de la CAN. Donc voilà un peu des interrogations. On aura les réponses bien sûr à la fin en début du mois de janvier pour savoir si oui ou non De Gea va signer une pige à United ou bien il va partir pour l'une de ces deux destinations. Pour Al Nassr ou pour Miami, où se trouve Lionel Messi. Très bien. Balo, avec vous, on parle éliminatoire Coupe du Monde 2026. Oui, éliminatoire Coupe du Monde pour signaler que le Brésil a enregistré la première défaite de son histoire à domicile dans le cadre d'un tour préliminaire de Coupe du Monde. Oui. Et c'était bien sûr face à l'Albi Céleste de Lionel Messi qui s'est imposé par 1-0 avec un but d'Otamendi. Mais il faut savoir qu'avant ce but d'Otamendi, le Brésil a tout de même bien démarré cette rencontre, globalement, qui a dominé avec même le plus grand nombre de tirs cadrés, 4 tirs cadrés pour les Brésiliens, avec 2 tirs cadrés seulement pour les Argentins. Eux qui ont eu la possession avec 51% de possession de balle contre 49% pour les Brésiliens. Et on voit bien que du côté de l'Argentine, on a été plus réaliste. C'est ce qui a permis à cette équipe de l'Albi Céleste de s'imposer face au Brésil. Et ça met à nu le fait que sans Neymar, bien sûr, le Brésil n'est pas véritablement en mesure de faire les différences. C'est la 3e défaite d'affilée pour le Brésil, ce qui les fait dégringoler au classement, tout simplement. Ils ont perdu 2-0 le mois dernier face à l'Uruguay. Et là encore, ils perdent face à l'Argentine. Donc rien ne va avant la Copa América en 2024. Donc il faudra vite se remettre en marche, en ordre de bataille pour les Brésiliens. Et du côté des Argentins, pour le moment, ça va très bien puisqu'ils sont premiers du classement. Et on sent que depuis que cette équipe a été championne du monde, elle est beaucoup plus resserrée collectivement, beaucoup plus solide avec des joueurs prêts à se battre, toujours déterminés autour de Lionel Messi. Donc il faudra compter avec l'équipe d'Argentine pour la Copa América 2024. Exactement. Henri Joël, un mot sur ce match Argentine-Brésil? Oui, un match houleux. Balo a tout dit, sauf ce petit côté-là, ce petit côté noir du match où on a vu beaucoup de gestes à ne pas reproduire au football entre d'épaule et les Brésiliens, entre Lo Celso et les Brésiliens, Messi et Rodrigo. Vraiment, c'était pas joli à voir pour un match de football. Il y a eu beaucoup de mauvais gestes. Il y a eu même un carton rouge pour Joelinton. Pour Joelinton, le Brésilien. Je pense que, bon, vous savez, les rencontres entre Brésiliens et Argentins ont toujours été, eu ce petit truc-là
de très électrique. Et mais dans ce match, vraiment, il y a eu des gestes vraiment qui, pour moi, n'avaient pas leur place dans un match de foot. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Hein. À l'issue de cette opposition, l'Argentine s'impose. Messi qui arrivait, moi, était super énervé. Bon, voilà, c'est ce petit côté-là qu'il fallait retirer du match. Sinon, dans l'ensemble, quand même, ça a été un bon petit match entre deux grosses nations. Et on a aussi l'équipe de France qui termine par un nul face à la Grèce. Oui, qui aurait pu même remporter ce match 3-2 parce qu'il y a eu un but refusé injustement puisque le ballon avait franchi la ligne par manque de goal line technologie et finalement les Bleus ont dû se contenter de ce 2 buts partout, mais ça n'enlève rien au fait que l'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro 2024 et est l'une des grandes favorites de ce Euro parce que lorsqu'on regarde l'effectif de l'équipe de France, c'est la plus compétitive aujourd'hui au monde entier en termes de jeunesse, en termes de performance, en termes de qualité globale de l'équipe. Donc oui, on voit que cette équipe peut avoir son mot à dire. On a vu le jeune Fofana tout à l'heure qui s'est prononcé sur le fait que l'équipe a de grandes qualités et peut tout simplement, pourquoi pas, prétendre à aller battre des équipes comme le Portugal et l'Angleterre qui sont les 3 pays pour moi, grand favori de ce Euro 2024. Ouais. Mais l'équipe de France part avec les faveurs des pronostics, avec Maignan, avec une très bonne défense, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, avec une charnière centrale, avec Konaté, Upamecano. Le milieu de terrain également est totalement fourni avec Kylian Mbappé qui est en forme, Olivier Giroud également. Donc oui, ils auraient pu l'emporter, mais ça pose véritablement la question de la goal line technologie en ce qui concerne ces éliminatoires. Et je pense que l'UEFA doit se pencher sur la question parce que ça prive l'équipe de France d'une victoire encore une fois. Ben au-delà de tout ça, il faut aussi dire que quand même, oui, Ballot a parlé de favoris pour cette compétition, pour l'Euro. Oui, la France est parmi les favoris. Hein. Il a parlé de l'Angleterre, oui. L'Angleterre fait partie des favoris, tout comme la France avec tous ces joueurs qui composent cette équipe. Et surtout quand on a joué une finale de Coupe du Monde, même si on l'a perdu derrière, quand on vient dans une compétition continentale, on se dit forcément tout de suite, si on doit dégager un favori, c'est le finaliste. Et puis la France va arriver avec beaucoup de certitudes. En tout cas, il a cité pas mal de joueurs dans différents compartiments. Mais aujourd'hui, quand on part du gardien de but en passant par les défenseurs, les milieux et les attaquants, à toutes les lignes, quand même, vous avez de très grands noms. Aujourd'hui, Marc Maignan, il fait partie des meilleurs au monde, même si, voilà, pour l'instant, il est dans un club qui ne le met pas véritablement en lumière, le Milan AC. Vous avez en défense des jeunes joueurs qui sont en train de monter. Et même au niveau de l'équipe de France Espoir, il y a encore des joueurs, notamment Baldé, le jeune qui a la possibilité aussi de jouer avec les éléphants, qui figure dans cette équipe. Quand on prend les Eli également. Eli Wahi. Quand on prend les milieux de terrain, vous avez Tchouaméni, vous avez Kamavinga aujourd'hui quand même qui font partie des meilleurs à leur poste. Et puis que dit de l'attaque avec Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Donc voilà, c'est une équipe qui fait partie des favoris. Et d'ailleurs, au niveau du tirage au sol, la France se trouve dans le pot 1, en compagnie de l'Angleterre, en compagnie de l'Espagne, en compagnie du pays organisateur, l'Allemagne, du Portugal. Donc ça montre que c'est une équipe qu'il va falloir suivre de très près dans cette compétition. Et puis voilà, après avoir perdu peut-être la Coupe du Monde, pourquoi pas l'Euro pour se consoler. Donc, on attend bien sûr ça. On attend de voir. Bon, voilà, nous, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu avec la question LGT football. Comment jugez-vous le niveau actuel de la Ligue 2 cette saison? Le 27 21 59 93 99, le numéro pour nous joindre. Et aussi, dans le focus, on recevra nos invités, à savoir Kobena Kofi Crémé, judoka ivoirien, et Colonel Malé Arnaud, premier vice-président de la FIDJA. À tout de suite. Et voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Et on passe actuellement au focus de ce soir.
Le focus de ce soir, nous serons avec les membres de la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée FIDJA. Les éléphants judokas ont confirmé leur bonne santé lors de l'Open de Dakar et celui de Yaoundé tenu du 17 au 18 novembre dernier. À cet effet, nous recevons donc sur le plateau de la grande team Kobena Kofi Kremé, judoka ivoirien, et colonel Malé Arnaud, premier. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Donc, je serai avec Henri Joël et Ballot. Je vous présente donc. Enchanté. Enchanté. Bonsoir, monsieur Alors, Ballot. colonel, j'espère que je prononce bien, colonel Malé, c'est ça? Oui, Malé. Malé, vous êtes un homme heureux présentement avec la fédération. Je dirais même plus un homme comblé, un dirigeant comblé. Oui. Parce que, comme je disais, à l'arrivée des athlètes hier, ils n'ont pas dérogé à la tradition de revenir à chaque fois qu'on leur donne l'occasion avec de nouvelles médailles et de nouveaux titres. Et à Yaoundé et à Dakar, ils ont relevé ce défi-là de venir avec 10 médailles. 10 médailles, 7 athlètes qu'on avait engagés sur les deux compétitions qui sont revenus avec 10 médailles. Je peux vous dire vraiment qu'avec le président Daboné et l'ensemble de la famille du judo ivoirien, nous sommes très heureux et très comblés. Félicitations, félicitations. Merci. Et félicitations surtout à Kofi Kremé, qui vous venez avec 2 médailles, c'est ça? Oui, Les 2 médailles que vous avez sur vous. oui, j'ai remporté les 2 médailles Oui. sur Dakar et sur Yaoundé, donc une en or et une en argent. Et vous n'êtes pas déçu d'avoir raté la médaille d'or à Yaoundé? Oh, bien sûr, parce que c'est avec un goût amer que je termine ma tournée, puisque j'ai fait que des médailles d'or sur tout ce qui était Open cette année. Et là, en fin d'année, et sur la dernière compète, je termine avec une médaille d'argent. Donc, c'est vraiment amer pour moi. C'est difficile, quoi. C'est difficile. Surtout pour les qualifs aussi, au niveau des points. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait, a fait défaut sur ce dernier combat pour que vous perdiez la médaille d'or? C'est, je dirais, peut-être un manque de concentration et tout, parce que avant l'action, j'avais entendu mater, qui veut dire stop, qu'on arrête. Ouais. Et pendant l'action, l'arbitre a fait le geste, puisque mon adversaire, il a attaqué dans l'action. Donc moi, je me suis arrêté, j'attendais, et l'autre, il a attaqué, donc je suis tombé. Après, la commission de l'arbitrage a jugé qu'il y avait Ippon et qu'il fallait être gay. Comme c'était aussi dans son pays, on pouvait pas, mais vraiment, c'était difficile pour moi. Et puisque je rate déjà les Afriques, ensuite, je viens sur les Open où je fais que or. Et là, je termine en bronze. Moi qui étais numéro 1 de la catégorie en Afrique. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour moi. Oui, mais à ce niveau, est-ce que lorsque la commission s'est prononcée, est-ce qu'il y avait des possibilités de recours notamment? Quelles étaient les possibilités de recours? C'est de faire une réclamation et tout, mais quand ils ont jugé bon que c'était le point, donc on ne pouvait plus revenir dessus. Et après, je n'allais pas polémiquer sur une défaite, c'est une manière pour moi aussi d'apprendre. Donc je vais me concentrer plus sur les compétitions à venir que sur la défaite qui vient de passer. Et surtout, restez très concentrés la prochaine fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, on vous sent un peu peiné sur ce dernier combat-là, parce que vous avez parlé des qualifs des points. C'est pour forcément les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà. Oui, Est-ce que ça vient mettre un peu un grain de sable dans ce que vous étiez en train de construire? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les Open, ce sont les plus petites compétitions sur lesquelles, dans notre tournée, où on gagne le moins de points. Donc, la médaille d'or ne te donne que 100 points. Donc, ce n'est pas des compétitions sur lesquelles il faut s'amuser. Donc, il faut chercher le maximum de points. Donc, et là, je loue les efforts du président et donc des présidents. Le président du président et du vice-président. Du vice-président, parce que c'est vrai qu'il faut aller chercher des points sur des compétitions à l'étranger, mais avec le président, on a pu avoir une compétition qualificative aussi, donc, qui a eu lieu le 17 et le 18 juin passé. Ouais. Donc on loue les efforts du président et on encourage et on demande à ce on demande toujours mieux, comme on le dit toujours. Et comment vous avez vécu ces 2 tournois? Le premier tournoi, il était un peu difficile à cause du régime. Et je l'ai même senti aussi sur le dernier tournoi. Mais
je pense que je manque encore de compétition et je dois retourner sur le plateau international. Alors, oui, vous parliez tout à l'heure, il parlait du fait que ça pouvait entraver votre participation aux Jeux Olympiques de Paris. Rassurez-nous, est-ce qu'il y a la possibilité de rattraper le coup, justement, pour participer aux JO? Non, on ne peut pas rattraper les points perdus à ce stade, à ce niveau de la compétition. On cherche à avoir d'autres points pour pouvoir et espérer que peut-être l'adversaire en face fasse moins de points. Donc, Alors, dans cette quête, si on devait faire une échelle dans cette quête, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? C'est-à-dire peut-être de 0 à 10, si vous devez faire, vous devez vous positionner par rapport aux Jeux Olympiques de Paris, où est-ce que vous êtes en ce moment? Je peux pas. Au fait, c'est comme un concours. On prend les premiers arrivés. Ah, d'accord. Donc, c'est pas avoir un certain nombre de points qui te dit directement que tu es qualifié. Non. On prend les 18 premiers sur un ranking mondial, un ranking list. Ensuite, au niveau continental, on prend les 12 meilleurs hommes d'Afrique et les 12 meilleurs hommes filles, comme 12 meilleures dames aussi. Donc, du coup, et une personne par pays sur les qualifs continentales. Donc, ça complique un peu les choses. Donc, on cherche d'abord une qualif directe et à défaut de la qualif directe, on cherche une qualif continentale, c'est tout. D'accord. Monsieur le vice-président, moi j'aimerais m'adresser à vous, hein, colonel. Déjà, on a vu que ce mois de novembre, vous en sortez avec 10 médailles. Est-ce qu'on peut dire que les efforts consentis par la fédération portent déjà des fruits? Absolument. Je vais même vous ramener un peu en arrière avec les autres tournois Open africains auxquels nous avons participé, notamment l'Open de Niamey, mais également l'Open africain de judo d'Abidjan, que nous avons remporté de fort belle manière. Effectivement, les objectifs sont en train d'être atteints. Les objectifs, nous ne les voyons pas simplement au niveau des résultats de la compétition, mais nous les voyons également au niveau du travail qui est fait sur le terrain, dans les clubs, en termes de développement du judo. Et ces résultats-là que vous voyez sont également le reflet de plusieurs projets, de plusieurs éléments que nous implémentons sur le terrain afin que notre discipline, en tout cas, se développe. Et on sait que vous avez, selon certaines informations, hein, vous avez déboursé plus d'une centaine de millions pour financer ces tournois cette année. Hein. Absolument. Oui. Le président Daboné, appuyé par le ministère de tutelle, le ministère des Sports, en tout cas, a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'appui pour que déjà nous nous mettions aux normes internationales pour pouvoir organiser un tournoi digne de ce nom. C'était l'Open africain d'Abidjan. Il fallait que la Côte d'Ivoire revienne dans le concert des nations du judo. Je pense que nous l'avons réussi. On a eu véritablement les félicitations de l'Union africaine de judo et de la Fédération internationale et de nos pairs dirigeants des fédérations africaines. Il était également important de lancer en fait sur le territoire national un certain nombre de projets comme le projet du judo à l'école qui consistait à mettre en place le judo dans différentes écoles et dans différentes villes de la Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'on puisse détecter la bonne graine au niveau des écoles parce que le judo c'est également un sport éducatif qui doit accompagner à travers déjà le code moral du judo, mais à travers les valeurs que le sport et que ce sport en particulier véhicule, pouvoir accompagner des enfants dans l'éducation. On ne forme pas simplement des champions, mais on forme des hommes et des femmes qui vont être utiles à leur pays. Il y a des valeurs de civisme et tout ça à l'intérieur. Donc, le projet judo à l'école. Il y a le dojo social également que nous sommes en train de mettre en place au niveau d'Agboville grâce au concours du Conseil général de la préfecture et de certains cadres qui a pour objectif de créer une école de judo, un dojo, faire de l'éducation, créer une école à côté et pouvoir aider des enfants défavorisés à avoir des études et à pouvoir grandir sainement dans un environnement sain et recevant une éducation particulière. Beaucoup de projets en cours, on peut le dire. Alors, monsieur le vice-président, en tout cas, souvent on a beaucoup de fédérations qui se plaignent, hein, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de 100 millions. Et là, vous nous dites que quand même, il y a le ministère. En tout cas, merci, nous sommes heureux de savoir que le ministère vous accompagne. Alors,
si on devait évaluer un peu, hein, peut-être on n'en aura pas les chiffres, mais le ministère vous accompagne à quelle hauteur? C'est-à-dire l'intervention. À quelle échelle? Voilà, c'est à quel niveau? Écoutez, toutes les activités que nous menons sont appuyées par le ministère. Je ne saurais faire un calcul arithmétique ici, mais les sorties internationales que nous avons sont financées par le ministère. L'activité, les grandes compétitions, notamment l'Open international, l'Open africain d'Abidjan que nous avons organisé, nous avons reçu un appui vraiment inestimable du ministère. Et le ministère également intervient dans plusieurs projets. Je vais même dire qu'au-delà du ministère des Sports, certains ministères nous appuient. Je parlais tout à l'heure du projet Judo à l'école, qui se fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et avec la direction de la vie scolaire, qui nous aide en nous donnant des salles dans les écoles pour que nous puissions installer des tapis, des tatamis et distribuer des judogi pour initier. Le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation et l'État ivoirien ont également mis en place un projet de formation au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports de professeurs de judo. Et la première vague de ces professeurs-là, au nombre de 19, ont reçu leur feuille de route et ont été affectés dans différentes écoles où elles vont développer, en tout cas ces projets, enseigner le judo concomitamment aux cours que les enfants feront. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure du cadre d'encadrement. À travers ce projet, vous mettez un cadre d'encadrement des talents à venir. Il y aura aussi de la détection. Mais est-ce que tout ceci est accessible? Quand je parle d'accessibilité, je parle de finances. Est-ce qu'à travers l'implantation de ces projets, est-ce que derrière, on aura la possibilité d'inscrire véritablement les enfants avec des finances accessibles pour tous? Quand je vous explique le partenariat, quand je vous dis qu'on nous donne des salles à l'école et que le ministère forme des professeurs qu'on affecte, c'est des charges. On ne payera pas de salles pour faire, on ne louera pas de salles pour faire du judo, on ne payera pas les enseignants qui feront le judo. En général, si on a quelqu'un qui a besoin de gagner sa vie en prenant des contributions des élèves, les tarifs vont être élevés. Mais une fois qu'on a déjà supprimé ces contraintes-là, on va se retrouver vraiment avec des charges vraiment minimes, d'autant plus que dans le projet, la fédération fait l'effort d'offrir des judogi, on sait qu'ils coûtent assez cher, d'offrir des judogi aux enfants qui viennent s'inscrire dans ces écoles-là. Joël, une question? Dernière question. Non, ça va. Ça va. Colonel, monsieur le vice-président, la Côte d'Ivoire a déjà raflé plus de 50 médailles en 3 ans. Et on sait aussi que le président Daboné Seydou a été porté à la tête de l'Union des fédérations ouest-africaines de judo dernier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de réussir votre pari de faire du judo ivoirien une référence en Afrique? Absolument. Oui. Le président Daboné a eu la prouesse de pouvoir ressusciter l'UFOAJ, l'Union des fédérations ouest-africaines de judo, au mois de mai dernier à l'Open de judo, l'Open africain d'Abidjan. Oui. Le bureau de cette organisation sous-régionale a été mis en place à l'Open de Dakar dernièrement. Et effectivement, le judo se développe dans les pays, mais surtout au niveau régional. Les fédérations les plus fortes sont des fédérations qui, dans leur région, se sont bien organisées. Et c'est ce défi-là également que le président Daboné essaie de relever au-delà du défi du développement national. Nous avons également ce défi de l'intégration ouest-africaine pour pouvoir, on va dire, se frotter aux régions qui sont peut-être aujourd'hui mieux organisées que l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Oui, Marie-Christine, rapidement avec le président, puisqu'on a parlé le vice-président. Du vice-président, peut-être qu'il sera président dans quelques années. Puisqu'on a parlé de faire de la Côte d'Ivoire, du judo ivoirien, en tout cas une référence, en termes de participation, parce que moi je suis très focus, je suis quand même les JO, en termes de participation, aujourd'hui, au niveau de la fédération, on s'attend à faire partie combien de qualifiés de judokas ivoiriens à cette grande compétition? Aujourd'hui, nous avons, je vais dire, dans la rampe, 2 athlètes, Daboné Zouleya et Kofi Kremé, qui sont en train de glaner les points
pour y aller. On espère qu'il y aura un qui va se qualifier au niveau mondial et un pour se qualifier au niveau africain. Donc, véritablement, ce sont nos deux ténors qui sont encore en lice et pour lesquels nous avons beaucoup d'espoir dans le cadre en vue de la qualification pour les Jeux de Paris 2024. Donc vous êtes déjà en bonne voie. Justement, Kofi Kremé, un mot de fin. Déjà, félicitations. Et puis un mot de fin. Merci. Est-ce que je peux promettre à la Côte d'Ivoire d'être qualifiée? On espère, hein, on attend. Hein. On attend, il faut promettre. On fera ça après. On va donner le meilleur de nous et on espère faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Donc, on attend 2024 et on espère que ça ira. Tous nos voeux de succès, bonne chance, toutes nos prières vous portent justement pour la qualification. Je vous remercie. Oui, colonel, vice-président. Ben, écoutez, déjà vous remercier de la tribune que vous nous donnez et dire aussi au public sportif ivoirien que ce comité directeur-là a pour but vraiment de développer le judo, d'accroître le maillage en club, en ligue, sur tout le territoire national et permettre également à des jeunes Ivoiriens qui sont à un niveau de leur carrière de pouvoir aller aux Jeux Olympiques, mais former également la relève. On est en train également de la former en la faisant participer aux divers tournois. Donc véritablement, c'est ce que je pouvais dire. Vraiment, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, hein, en tout cas, d'avoir répondu à l'appel de la grande team. Merci beaucoup. On parlait donc judo et on recevait Kobena Kofi Kremé, judoka ivoirien, et colonel Malé Arnaud, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée. Merci beaucoup. La 3, c'est votre maison et on vous reçoit quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, en tout cas. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu avec la Ligue 2. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Vous suivez bien entendu votre émission La Grande Team. On a été rattrapé, retrouvé par Dago Charles. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir MC. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, ravi de vous retrouver pour la deuxième période justement de cette émission. Et nous passons à l'actu de ce soir. Le téléphone est donc ouvert hein, par rapport à la question LGT que je vous redonne. Football, comment jugez-vous le niveau actuel de la Ligue 2 cette saison? Le 27 21 59 93 99 et aussi bien sûr la page Facebook de la 3. L'Africa Sport hein, qui a réussi beaucoup en Ligue 2 hier en battant la formation de l'ISCA. Mais la concurrence reste très rude. On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Le championnat de Ligue 2 bat son plein. Il était à sa 6e journée ce week-end. Dans la poule A, l'Africa Sport a relancé la course à la montée en empêchant l'ISCA de s'envoler au classement. Très déterminés et poussés par leurs supporters qui ont effectué nombreux le déplacement au stade Robert Champroux, les Aiglons ont dominé leur adversaire grâce à 2 buts marqués en première période par Seri Ange Messi et Agboké Pacom. Après un début de saison difficile, marqué par quelques contre-performances, dont une défaite devant l'US Fermier et un nul avec le CO Boisflé, l'entraîneur Pierre Mariotti et ses poulains relèvent la tête. Toutefois, ils doivent faire face à une rude concurrence menée par l'USC Bassam, l'ISCA, l'US Chologo et Issiawazi. Dans le groupe B, l'ADFCA a pris le leadership après sa belle victoire à domicile devant le WAC ce week-end. L'équipe d'Azopé reste toutefois sous la menace des académiciens de Williamsville, de Loza et de l'Agir de Guibérois. Alors, avant d'avoir vos avis, très chers consultants, sur le plateau de la Grande Team, je propose d'abord de voir le tableau de tous les résultats et le classement dans les 2 poules à l'issue justement de cette 6e journée de Ligue 2. Tableau qui s'affiche grâce à la magie de la régie. Après la 6e journée, on va s'intéresser pour l'instant à la poule A avec Sirocco qui est opposé à l'équipe de Yamoussoukro, 2 buts partout au terme des 90 minutes. L'USC Bassam a battu l'US Fermier en but à 0. L'UFC Adiaké, hein, qui est en grosse difficulté en ce début de saison, a été battu par RFC Aboissou dans ce duel du sud-est de la Côte d'Ivoire 0-1. Issiawazi a battu CO Boisflé 1-0. L'US Chologo et Donkoff
1-0 pour l'équipe de l'US Tuologo. Et puis, l'Africa a battu Isca 2-0. Voilà. Ah, vous êtes bien heureux. Hein. On y va. Un peu. Poule B. Allez, au niveau de la poule B, vous avez ADFK d'Abouville et d'Adzope plutôt qui a battu le WAC 1-0. L'Amphiara Football Club s'est imposé face à l'Espérance de Boaké 1-0. Songon a été battu par Oza de Hamza Gambal 3-0. Et puis le CO Sport de San Pedro est tombé devant la J de Guibé Roy 2-4. L'US Bafing a fait match nul face à l'Estanda 1 partout. Et puis Benjerville et EFIM ont fait 2-2. Voilà, alors messieurs, on y va donc pour la question LGT. Comment jugez-vous le niveau actuel de la Ligue 2? Ballot, on commence avec vous. Oui, c'est un bon niveau. Déjà, on a vu qu'au niveau des deux poules, on a en tout 27 buts inscrits. Donc, ça prouve que déjà le quota de buts n'est pas mal. C'est un championnat plutôt prolifique. Mais au-delà des buts, il faut savoir que c'est un championnat assez serré. Comme d'habitude, il faut savoir que la Ligue 2, traditionnellement, sur les saisons qu'on a pu suivre sur la 3, est très disputée. Et cette saison, encore plus, avec des équipes qui peuvent venir bousculer la hiérarchie, comme l'ADFK, par exemple, qui fait un très, très bon début de saison. Et également des équipes solides comme l'US Fermier, qui peuvent, pourquoi pas, prétendre aller arracher certains résultats. Donc, globalement, pour moi, c'est un championnat prolifique, serré et âprement disputé. Oui. Très disputé, notamment sur ces 3 dernières années. On a assisté à des scénarios assez intéressants dans ce championnat-là. Déjà, il y a 2 saisons, on était avec ces mêmes résultats serrés pour un finish assez palpitant. La saison passée également. Cette saison, on s'attendait forcément, notamment dans la poule de l'Africa, à ce que les choses soient vraiment très disputées. Et là, c'est le constat que nous faisons. Dans l'autre poule, on se disait que c'était plus ouvert. Oui, c'est ouvert. Mais quand même, il y a des équipes qui sont en train de, voilà, petit à petit, essayer de tisser le toile. Donc, certains championnats où le jeu n'est pas fermé, il y a beaucoup de buts, comme Balo l'a dit. Et puis, ben voilà, on ne peut pas tout de suite trop se prononcer sur peut-être d'éventuelles équipes qui vont dominer dominer les poules. Ouais. On va attendre bien sûr la fin du championnat parce que c'est vers la fin que ça devient encore plus intéressant pour cette Ligue 2. Exactement. Bon, Dagochal, avant de vous prendre, permettez-moi de prendre M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Je salue la grande team. Hein. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Kofi Mathieu. Alors, on vous écoute, hein, M. Kofi Mathieu. Comment jugez-vous le niveau actuel de la Ligue 2? Ok, le niveau de la Ligue 2 a un bon niveau. Oui. Le niveau est très bon. Ok. Parce que la Ligue 2, comme tout le monde le sait, quand tu fais 3 ans, 4 ans dans cette ligue-là, vraiment, tu risques d'être effacé du tableau des équipes de Côte d'Ivoire. Donc tout le monde veut se battre pour revenir en première division, ce qui fait que là-bas, la bataille est rude. Oui. La bataille est rude. Je suis souvent les matchs de la Ligue 2, j'avoue que souvent même je suis bluffé. Quand je regarde certains matchs de la Ligue 1, bon, qui devait être le meilleur niveau, mais il y a des matchs de la Ligue 2, quand tu suis, tu penses que c'est un match du championnat de Ligue 1. Donc vraiment, moi, j'apprécie beaucoup le niveau de la Ligue 2. Je souhaite que, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau tout à l'heure, vers la fin, dans les derniers temps, c'est là-bas la bataille sera encore plus rude. Parce que là, on sait plus ou moins qui doit monter, qui doit pas monter. Et là, encore, ça sera plus intéressant. Sinon, pour le moment, le niveau est très bon. OK, d'accord. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous aussi. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup. Donc voilà, hein, M. Kofi Mathieu qui trouve que le niveau est très bon. Dagochal, et vous, votre avis? Comment vous trouvez le niveau actuel de la Ligue 2? Alors moi, je trouve que c'est le même niveau que la Ligue 1. Avec même, je pense, beaucoup plus de spectacles en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Comme le disait l'appelant tout à l'heure. Oui, et justement, Balo a souligné cet aspect spectaculaire de la Ligue 2. La poule A, en 6e journée, c'est 10 buts. La poule B, 6e journée, c'est 17 buts. Quand on prend la 11e journée de la Ligue 1, c'est 11 buts seulement marqués. Bon, il n'y a pas de spectacle en Ligue 1. Et il y a beaucoup plus de déchets en Ligue 1. Quand tu prends les résultats des clubs de Ligue 1, tu prends le Stella, sur 11 journées, c'est 9 buts marqués pour 12 encaissés. 11 buts marqués pour 9 buts encaissés.
Afad, 8 buts marqués pour 11 buts encaissés. Je veux dire, il y a beaucoup moins de spectacles, beaucoup plus de déchets en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Et en Ligue 2, on se rend bien compte qu'effectivement, comme le frère l'a dit tout à l'heure, l'engagement est vraiment total. Ouais. Pour être commissaire de match de Ligue 2, on se rend bien compte que dans cette Ligue 2-là, on joue vraiment un véritable championnat où le nom de match à l'extérieur a vraiment son importance. Parce que les clubs qui voyagent, notamment quand je prends l'exemple de l'Africa Sport qui est allé à Nimbe-Lekro, l'Africain est tombé à Nimbe-Lekro. Et cette même équipe de l'US Fermé qui a battu l'Africa Sport 2-0 est descendue, est venue et elle a été battue à Abidjan, je crois bien, lors de cette dernière journée. Et donc, quand tu voyais, c'est pas vraiment évident durant les voyages de gagner à l'extérieur en Ligue 2. Ouais. C'est ça le véritable championnat. C'est ça l'importance même d'un championnat lorsqu'il se déroule sur tout le territoire. Ceux qui sont à domicile font les forcings qu'ils doivent faire au niveau de l'engagement, de toute la détermination pour pouvoir gagner leur adversaire qui vient leur rendre visite. Et c'est pareil lorsque les autres viennent à Abidjan, ils font tout pour les battre. Quand on prend l'équipe de l'ISCA, à même 6e journée l'année dernière, la saison dernière, l'Africa a battu cette équipe de l'ISCA, 6e journée encore 2-0. Donc c'est pas étonnant que cette équipe de l'Africa batte cette année, ISK encore ça son pour 2-0. Mais ça ne sera pas le cas en match retour. Parce que c'est dans un autre environnement et l'ISK voudra encore se sublimer au bas. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur championnat. Du point de vue spectacle, du point de vue engagement, du point de vue, franchement, de toutes les palettes possibles. Question d'appréciation d'un championnat, il est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus... il y a beaucoup d'enseignements en Ligue 2 qu'en Ligue 1. En tout cas, en dehors de la SEC Mimosa et de San Pedro, qui franchement qui caracole en tête au niveau des résultats avec beaucoup plus de buts, selon toutes les autres équipes sont pour moi égales à tous les clubs de la Ligue 2. Très bien. Voyons, on reviendra sur cette équipe de l'Africa Sport, mais déjà, voyons le classement de la Ligue 2. On va commencer avec la poule A. La poule A un peu serrée avec l'USC Bassam qui a 14 points plus 4, suivi de ISCA 13 points plus 2. L'Africa vient en 3e position, 11 points plus 3. Au pied du podium se trouve l'US Thiologo, 11 points plus 3 également. Et puis en bas du tableau, vous avez Adiaké avec 5 points moins 4. Et puis la Renaissance Football Club d'Aboisseau à 4 points moins 3. Ça, c'est dans la poule A. Allez. On va tourner la page pour s'intéresser à la poule B avec l'équipe de l'ADFK qui a 14 points plus 6, suivi du WAC qui est à 5 points de l'ADFK, 11 points moins 3. OSA, 3e avec 10 points plus 4. La JD Guibérois, 4e avec 10 points plus 3. Et puis en bas, vous avez Benjaville qui est 11e avec 4 points moins 3. Et puis l'équipe du CES Sport de San Pedro, un petit point avec moins 9. Eh oui. Et prenons déjà assez rapidement M. Paul Valéry qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Bon, on vous écoute. Hein. Comment vous jugez le niveau actuel de la Ligue 2? Je peux dire que le niveau de la Ligue 2 a toujours été d'un très bon niveau. OK. Oui, c'est le meilleur championnat de Côte d'Ivoire parce que, comme vous pouvez le savoir, pour accéder à la Ligue 1, c'est un seul club qui monte par poule. Oui. Donc, cela fait que le niveau est... Chacun veut se battre pour accéder à la division supérieure. Voilà, et d'autres aussi ont peur de descendre. Voilà, donc c'est ce qui donne toute cette ardeur à la Ligue 1 et à la Ligue 2 plutôt. Oui. Maintenant... ce que nous pouvons dire, il faut relever qu'il y a quand même des points qui sont très négatifs dans cette Ligue 2, par exemple au niveau de l'arbitrage, parce que ce que nous avons vu hier au niveau du match de l'Africa Sport, ce n'est pas du tout très régulier au niveau de l'arbitrage. Donc c'est des choses qu'il faut essayer de corriger pour garder le niveau très élevé de la Ligue 1, parce que si il y a des gens qui viennent déjà avec l'idée d'aider un certain nombre de clubs ou bien certaines personnes, et fausser les débats, ça ne serait pas déjà bon. Voilà, donc en tout cas, la Ligue 1, tant que la Ligue 2, tant que la formule ne change pas,
ça reste le meilleur championnat. Parce qu'à l'issue de cette formule, il n'y a que 2 clubs qui montent en Ligue 1. Et c'est ça qui donne toute vraiment cette splendeur à ce championnat-là. Il y a toutes sortes de pressions, tout ce qu'il faut. Voilà, personne n'est assuré de monter. Tu peux être premier jusqu'à la dernière journée, puis tu cèdes ton fauteuil à quelqu'un d'autre qui en profite, voilà, et qui monte. Donc, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur championnat que la FIF essaie d'avoir un véritable regard sur ce championnat-là et qui peut nous faire profiter d'un certain nombre de choses. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Merci. Merci et beaucoup. bonne émission à vous. Merci beaucoup. Voilà, on est toujours heureux d'avoir Marie-Christine Bégrou au téléphone, quand bien même c'est difficile. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Mais insistez, insistez. Je salue Dago Charles et pense que cette année sera la bonne pour l'Africa Sport. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, justement, parlons de l'équipe de l'Africa Sport. Je préfère prendre quelqu'un de neutre, donc je ne prendrai pas ni Dago Charles, ni Henri-Joël Ballot. Mais je suis neutre. Ah non, nous sommes neutres. Hein. C'est bon, je suis neutre. Là, je suis là en qualité de consultant. Ballot, c'est mieux, je vous prends, non? Bon, ça dépend de vous. Hein, moi. non, mais on ne va plus faire cette émission. Hein. Oh, bien sûr. Non, bien sûr que vous serez là. Mais là, vous allez répondre, ne vous inquiétez pas. Je suis Aziz avec vous. D'accord, il n'y a pas de Où est problème. la neutralité finalement? Mais je commence parce que avec l'Asie n'est Ballot. pas en Ligue 2. Ballot, est-ce que finalement l'équipe de l'Africa Sport, elle vous rassure? Oui, mais il y a quelques points encore à corriger, notamment le gardien de but, pour moi, qui n'est pas assez rassurant. Sinon, je pense qu'offensivement, on a les mêmes joueurs pratiquement qui ont excellé l'année passée. C'est Riange Messi qui continue sur sa lancée puisqu'il a été même buteur face à Isca. Le fait de battre Isca, pour moi, c'est quelque chose d'encourageant pour la suite. Parce que Isca, il faut savoir que c'est une équipe qui a manqué de peu la montée l'année passée. Lors du match face à Mouna, ils ont complètement flanchi. Ils nous avaient fait un très, très bon championnat l'année passée. Je pense que c'est un résultat encourageant. Le coach de l'Africa est en train de découvrir petit à petit ce que c'est que la Ligue 2 est en train, pourquoi pas, de mettre en place un projet d'ici la fin du championnat. Donc, il y a des choses encore à corriger, sinon c'est encourageant pour la suite. Et je pense qu'on peut encore juger l'Africa sur la fin de saison parce qu'on a l'impression qu'avec cette équipe, elle peut bien commencer le championnat, peut bien se comporter en milieu de championnat, mais derrière, dans la dernière ligne droite, il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils faillissent. Donc, il faut voir dans quelle mesure bien gérer le dernier tournant, la dernière ligne droite de cette montée en Ligue 1 pour espérer obtenir des résultats. Oui, pour ne pas faire les mêmes erreurs que la précédente saison. On a M. Diomandé Mamadou en ligne. M. Diomandé, bonsoir. Marie-Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Ta douce voix, ta belle voix me rassure et je le vois très très haut sur la 3. Ah, ça fait plaisir. Alors, bon, le plateau vous salue, M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Sur le plateau, j'ai Dago Charles. Bonsoir, M. Diomandé. Toi, tu as le secret du téléphone de la 3. Hein? C'est ma télévision que j'ai trop aimé dans ma vie. Vous faites bien. C'est ma télévision de cœur. Donc, quand tu as un amour pour quelque deux têtes. Ah, vous faites bien, M. Diomandé. Et on vous écoute. Oui. J'aime la 3 sincèrement. Oui. On vous écoute donc par rapport à la question LGT de ce soir. Comment vous jugez le niveau actuel de la Ligue 2? La Ligue 2, c'est le tout petit peu. Hein? Oui. Donc, on s'est obligé que les gars se battent pour remonter à 1. Oui. Donc, vraiment, ce championnat-là, je sais que c'est un championnat de rigueur. Et vraiment, il faut être rigoureux, il faut être vif, il faut être vraiment fort pour venir à Ligue 1. Parce qu'on s'agit une fois par chaque poule. Pas facile. Oui. Donc, ils sont obligés de se donner. Donc, franchement, dis-moi que c'est un championnat qui est formidable, qui est extra, et qu'on doit encourager. Et vraiment, c'est bien sur ce lancer-là, la rigueur, tout même de l'équipe, et puis vraiment pour qu'ils remontent en Ligue 1. Et deuxièmement, dans vos salles, c'est l'Africa encore c'est 11 commandos pour la Ligue 1. D'abord, c'est l'Africa c'est 11 commandos pour la Ligue 1. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé. Allez, merci. Bon, Dago Charles, je vous repose la question. Est-ce que l'équipe de l'Africa, finalement, est-ce qu'elle rassure? Est-ce que le travail de l'entraîneur Pierre Mariotti, finalement, finit par payer?
à ce qu'on voit déjà? Je l'ai dit tout à l'heure, la question des voyages dans cette Ligue 2-là est très, très importante. La gestion de ces matchs-là. La preuve, l'Africa, lors de son voyage à Limerick, a perdu 2-0, est venu battre Isca ici. Et quand on voit que ce même adversaire de Fermier vient se faire battre ici à Abidjan, on se rend bien compte que le problème de l'Africa, normalement, après l'analyse, je pense que c'est la gestion de ces matchs-là. Savoir glaner des points. Quand on est à l'extérieur, à défaut de gagner, il faut pouvoir revenir avec un point. Il faut savoir gérer, parce que c'est ça un championnat. Et je pense que c'est ce qui manque pour l'instant à l'Africa Sport. Hier, ils ont fait un super match, ils ont pu gagner 2-0. Mais lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils ont des difficultés. Ouais. Ils ont vraiment des difficultés. Donc je pense que s'ils redorent leur blason à ce niveau-là, ils arrivent à bien gérer les matchs à l'extérieur, oui, l'Africa pourrait retrouver la première division aussi facilement d'ici la fin de la saison. Et non commencer à être décalé et puis ou bien gagner beaucoup de points maintenant. Et puis vers la fin du championnat, on va commencer à courir derrière les derniers points. Pour moi, tout est dans la gestion des matchs aller comme les matchs retour. C'est ça vraiment la difficulté de l'Africa Sport. S'ils arrivent à gérer les matchs retour, les matchs à l'extérieur, je pense qu'ils seront dans une bonne droite ligne. Très bien. On a M. Diomandé Mohamed qui nous appelle. M. Diomandé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où déjà? J'appelle de San Pedro. De San Pedro, d'accord, ok. Oui. Bon, on vous écoute alors par rapport à la question LGT. Comment vous jugez le niveau actuel de la Ligue 2? D'abord, pour tout commencer, salut M. Dago Charles. Oui. J'ai beaucoup dans le championnat ivoirien. Merci, bonsoir. Et saluer aussi le reste de la team. Oui, je salue les autres. Pourquoi tu veux qu'on les salue? On les salue. Donc vous saluez Henri Joël et Ballot. Oui. Voilà. Bonsoir, monsieur. Tu n'as pas de problème. On vous écoute, monsieur Diomandé. Franchement, moi, mon souhait cette année, c'est que Africa ne va monter à la Ligue 1. D'accord. C'est mon souhait. L'Afrique a trop souffert là-bas. D'accord. Mais vous jugez le niveau actuel de la Ligue 2 comment, en fait? Non, le niveau est bon. Le niveau est bon, d'accord. Oui, mais c'est l'Afrique qui a monté. Donc, moi, je suis supporter de la SEC. Moi, je suis supporter de la SEC. Oui. D'accord. Mais vous voulez la montée de l'Afrique. C'est bien noté. Voilà, moi, je suis supporter de la SEC. Oui. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. C'est noté. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiques, les Ivoiriens. Bon. Donc... Est-ce que le niveau est bon? Il dit non. Lui, ça, c'est pas ça son souci. L'Africa, d'accord. Il veut que l'Africa monte. Donc, finalement, Henri Joël, je vous repose la question à vous aussi. Est-ce que l'équipe de l'Africa Sport rassure? Est-ce qu'on peut s'attendre en fin de saison à une montée de l'Africa Sport? Waouh! Je l'ai dit. Toujours des surprises vers la fin. Oui. En fait, c'est difficile en ce moment de se prononcer sur une éventuelle équipe qui pourrait monter à la fin de la saison. Parce que l'Africa déjà nous a déjà sévi ce genre de scénario, c'est-à-dire ça se passe très bien en coup de saison et puis lors du dernier match ou des derniers matchs, il y a ce petit truc, il y a ce petit hic là qui fait que le club reste toujours en Ligue 2. Ça fait déjà 2 saisons que ça dure. L'Africa commence bien. C'est vrai que souvent, il y a des trous d'air. Oui, c'est normal dans un championnat. On ne peut pas gagner tout le temps ou on ne peut pas perdre tout le temps. Ouais. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, c'est à l'équipe de savoir gérer quand ça ne va pas très bien au niveau des résultats. Maintenant, pour revenir un peu sur l'équipe même dans son entièreté, quand tu prends le coach qui est en poste, en fait, il découvre pour la première fois la Ligue 2 en tant qu'entraîneur principal. Sinon, il était là. La saison passée, c'était l'adjoint de Hadj Mohamed. Okay. Donc, il est là, c'est sa 2e saison, mais en tant que principal, c'est sa 1re saison à la tête de l'Africa. Ce que moi j'ai retenu de cet entraîneur, c'est que pendant les matchs, ses analyses qu'il faisait, c'était correct. Tout était juste par rapport à ce qu'il disait et ce qu'il allait suivre. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avec lui, son expérience et surtout avec sa titularisation, je me dis que l'Africa, avec lui, peut anticiper sur peut-être les erreurs du passé pour permettre à cette équipe d'assurer enfin sa montée dans l'élite du football ivoirien.
En termes au niveau des joueurs, oui, vous avez un garçon comme Agboké Pakom qui est arrivé. Agboké Pakom, on se rappelle qu'il fait partie des derniers joueurs qui ont joué une finale de Coupe d'Afrique des clubs en Côte d'Ivoire avec le Sport de San Pedro en 2014. Il était avec la génération des Bobo Sylvain. Ensuite, il est passé du COE à l'équipe du FC San Pedro. Il a longtemps joué là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience de tout ce qui est comme championnat en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez Kanouté Clément qui est toujours là. Donc, en clair, l'Africa a presque gardé l'ossature de la saison passée. Et je pense que si dans un club, parce que je le dis toujours, dans un club, le meilleur recrutement, c'est de garder ses meilleurs joueurs de la saison précédente. Okay. Donc, si l'Africa a réussi à faire ça avec un entraîneur qui est à sa deuxième saison dans le championnat, mais sa première en tant que titulaire, je me dis que tous les ingrédients plutôt, sont réunis pour permettre à l'Africa d'assurer sa montée. Maintenant, ça va passer maintenant au niveau du mental en fin de saison. Il ne faudrait pas qu'en fin de saison, ça flanche comme ça a été le cas sur ces 2 dernières saisons, parce qu'une fois face au Stade d'Abidjan, une deuxième fois face dans cette course, à distance face à l'équipe de Zoma, où l'équipe de la J est passée par là et l'Africa est restée à quai. D'accord, très bien. Bon, messieurs, il n'y a pas que l'Africa. Hein. Un mot sur le leader de la poule A, à savoir USSC Bassam. Oui, déjà, il faut dire que c'est une équipe qui est entraînée par un coach expérimenté, Belia, qui a, lui, failli permettre à l'EFIM de monter en Ligue 1. Donc, elle bénéficie de l'expérience de cet entraîneur-là pour pouvoir tout simplement glaner des points et bien commencer la saison. Parce que c'est très important. Le discours passe. Il y a sans doute une meilleure connaissance aussi de l'environnement de la Ligue 2, parce que c'est un entraîneur qui a une bonne expérience de la Ligue 2. Donc, tout ceci, les qualités avec une expérience font que cette équipe de Bassam commence bien le championnat. Et pour moi, je pense que c'est totalement mérité. Mais moi, je ne l'attendais pas à ce niveau. Hein. Je ne l'attendais pas à cette équipe de Bassam parce que, vous savez, c'est souvent compliqué d'arriver en Ligue 2, de venir de la Ligue 1 et surtout de performer. Mais là, ils sont en train de montrer que, voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et Belia, je me pose la question, est-ce que lui, il est typiquement entraîneur des équipes de la zone de Bassam, parce qu'il a entraîné Mosou, il a entraîné Bassam. Donc, allez, c'est quelqu'un d'expérience, il a déjà coaché en Ligue 1, il est en Ligue 2, donc il connaît très bien ce qui se passe ici. Je me dis peut-être avec lui, cette équipe de Bassam va aller de l'avant, va continuer de progresser, parce que, voilà, pour ses premiers résultats, en tout cas, c'est bien. Surtout même en déplacement, ils sont partis même battre l'équipe de l'US Thiologo au nord. Donc. On note que cette équipe s'est très bien voyagée. En tout cas, justement, il n'y a pas que la poule A, il y a aussi la poule B. Est-ce que vous ne paraît pas beaucoup plus ouverte, cette poule, Dago Charles? La poule... B. La poule B. La poule B. Oui, mais l'USC Bassam est dans la poule B. Non, l'USC Bassam est dans la poule A avec l'Africa. La DFK, la poule B de la DFK. Non, mais moi je trouve que cette poule-là, elle est vraiment spectaculaire. Je l'ai dit tantôt, c'est 17 buts en une journée. Et moi, je pense qu'il y a de la place, il y a du jeu, il y a du spectacle. Justement, quand une telle poule donne un tel spectacle, c'est tout à fait normal qu'on parle d'ouverture. Il y a de la place pour tout le monde dans cette poule-là. Et surtout, des équipes qui peuvent surprendre n'importe qui. Ouais. Voilà, dans cette poule-là. Maintenant, je voudrais juste rapidement revenir sur les Sébastien. Rapidement, oui. Voilà, non seulement cette équipe a gardé son ossature, elle vient de la Ligue 1, elle a gardé sa manne financière de 100 millions. Donc, elle a la latitude, tu vois, de payer ses joueurs convenablement, de les motiver. Et je pense que les dirigeants ont eu le nez creux pour pouvoir mettre tous ces éléments en place. Et donc, les joueurs de l'US Sébastien ont tellement une telle motivation que, bon, c'est ce qui explique, à mon sens, cette première place-là, qu'ils ne vont vraiment pas lâcher facilement. Parce que l'année dernière, déjà, en Ligue 1, c'était une superbe équipe. Voilà. Donc, comment vous jugez le niveau actuel de la Ligue 2? Bon, sur le plateau, on note que vous jugez le niveau très bon, vu aussi les appelants. Mais quel est donc l'avis du public sportif ivoirien? On regarde cet élément. En tout cas, moi, je trouve que tel que je vois le niveau, vraiment, c'est déjà bon. C'est déjà bon vu l'entame du jeu. Et puis, l'Afrique aussi est une équipe aussi, tout le monde lève des battes. Donc, ça fait que le niveau du championnat Ligue 2 commence à monter en puissance. Aujourd'hui, le match que nous venons de voir, le niveau est acceptable. Donc, un niveau acceptable. C'est la Ligue professionnelle de football. Mais avec le temps, ça va aller.
Cette année, nous pensons que le championnat de Ligue 2 est un championnat assez disputé. Dans toutes les poules, les équipes ont un niveau de jeu tel que rien n'est gagné à l'avance. C'est vraiment d'arrache-pied que les équipes essaient d'aborder tous les matchs. Chaque match a ses réalités. Aujourd'hui, nous avons vu un très beau match entre Iska et l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai, c'est la loi du sport. Souvent, il y a un vainqueur, un vaincu. Souvent, c'est des matchs nuls. C'est un match qui s'est très, très bien passé. En somme, on peut dire que le championnat, la Ligue 2, est au top. Aujourd'hui, nous venons d'assister à un match qui était vraiment de taille, Iska, Africa. Le score final a été 2 pour Africa et 0 pour Iska. Alors là, Africa se place en deuxième rang avec USC Bassam et Iska premier avec 13 points. Nous espérons que les matchs à venir, Africa puisse remporter les matchs et qu'ils se placent en tout cas au premier rang. Voilà, Dagochal, un dernier mot sur l'Africa, un tout dernier mot. Ben non. Oui. non, je voulais juste remercier le comité exécutif de l'Africa Sport qui a reçu les joueurs dans un restaurant de la place et qui leur a tenu un discours, celui de continuer cette lancée-là. Et donc, ça prouve quand même que les dirigeants aussi sont en train de se mettre au travail pour que ce club-là, effectivement, arrive en première division pour le bonheur du football ivoirien. Ça, il faut le souligner. Ce n'est pas seulement pour les supporters d'Africa, mais pour vraiment le bonheur du football ivoirien. Parce que l'Africa et la SEC seront des meilleures des locomotives. Je suis sûr qu'on aura une bonne équipe nationale locale avec la SEC et l'Africa en Ligue 1. Très bien. Et après cette information complémentaire, vous trouvez que vous n'êtes pas du tout neutre concernant l'Africa. Très bien. C'est le consultant. C'est noté. Il n'y a pas de souci, mon consultant Dagochal. Bon, si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news déjà données en début d'émission ici dans LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour démarrer ces news. Oscar Pistorius, une liberté conditionnelle possible. Condamné pour le meurtre de sa compagne en novembre 2017 à 13 ans, 5 mois de prison, Oscar Pistorius sera situé sur une possible libération conditionnelle vendredi à l'issue d'un réexamen à sa demande. L'annonce a été faite lundi dernier par le département des services pénitentiaires Sud-Africa. Le sort de l'ex-champion paralympique dépendra de la commission en charge des libérations anticipées. Rappelant qu'une première demande du prisonnier en mars avait été rejetée et que c'est dans la nuit du 13 au 14 février 2013 que Pistorius avait tué sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, alors âgé de 29 ans. LGT News. Rally Raid. 590 concurrents engagés sur Dakar 2024. Ils seront au total 590 à s'engager au Rally Raid Dakar 2024. Lundi dernier, les concurrents ont eu une idée beaucoup plus nette du parcours de cette course organisée en Arabie Saoudite et dont la 5e édition aura lieu du 5 au 19 janvier 2024. L'endurance sera le maître mot de cette épreuve. À un terrain déjà très sélectif par nature, s'ajoutera la longueur des étapes, avec un format de course inédit dans l'immensité des dunes de l'Empty Quarter. L'édition 2024 ne sera sans doute pas une balade de plaisir, d'autant plus que les difficultés seront nombreuses tout au long des 7891 km à parcourir, dont des spéciales de 4727 km. Nasser Al-Attiyah et Mathieu, vainqueurs de l'édition précédente, défendront de nouveau leur titre. Alors, vous savez, la CAN, c'est bientôt, dans moins de 2 mois. Et justement, à cet effet, dans la grande team, on vous permet de vous exprimer, d'envoyer un message aux éléphants. Et c'est d'un vrai supporter des éléphants. Pour moi, la meilleure CAN serait la CAN la mieux organisée possible. Parce que notre pays est un pays d'accueil. Et dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on dit « Salut aux terres d'espérance », pays de l'hospitalité. Donc, il faudrait que nous puissions offrir la meilleure hospitalité à tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. Donc, une organisation parfaite, une organisation de qualité, une organisation où tous ceux qui viennent soient heureux, profitent de leur présence
et repartent en bonne santé, en paix et avec d'excellents souvenirs. Premier point. Deuxième point, une CAN remportée par les éléphants, évidemment, ce qui permettrait d'avoir un bonheur immense, de donner un bonheur immense à l'ensemble des concitoyens, mais aussi et surtout d'offrir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le cadeau qu'il mérite, dans la mesure où il a fait des investissements colossaux, massifs dans le domaine du sport, pour la jeunesse, dans les infrastructures, pour le pays. Et il mérite vraiment de gagner cette compétition, que nous puissions lui faire ce cadeau. Et nous nous y attellerons avec toute la force que nous avons, avec notre équipe, notre commando, pour aller chercher ce trophée, pour faire plaisir au peuple ivoirien. L'appel que j'ai à lancer aux Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens aient confiance en leur équipe. Il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Nous sommes en train de préparer une équipe que nous avons appelée Commando. Et l'objectif, c'est que cette équipe-là soit solide, constituée et prête. Et que le 13 janvier prochain, elle rentre dans la compétition de la meilleure des façons possibles. Et que, Inch'Allah, nous puissions aller au bout de la compétition jusqu'au 11 février avec la victoire. On n'avait pas n'importe quel supporter, on avait le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo. Et c'était un reportage de nos envoyés spéciaux en Tanzanie, Jean-Baptiste Assouan et Néri Chris Lobé. Bon voilà, allez les éléphants, tout simplement. Et nous ici, place au jeu, messieurs, on part pour le plus calé. Un jeu individuel, donc ce soir, spécial entraîneur de football. Donc, chacun joue pour soi, avec son ardoise et sa craie. Vous êtes prêts? Oui. On y va. J'espère que vous êtes prêts aussi chez vous. On y va. Première question. Combien d'anciens gardiens de but ont remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur? A, 0. B, 1 gardien. Et C, 2 gardiens. A, B ou C? On y va, messieurs. La question, c'est? Combien d'anciens gardiens de but ont remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur? On y va assez rapidement, messieurs. Bon. Oui, B pour Henri Joël, A pour Ballot et B pour Dago Charles. C'est la réponse A, 0. Les 3 anciens joueurs à avoir gagné la Coupe du Monde comme entraîneur, à savoir Mario Zagallo, Franz Beckenbauer et Didier Deschamps, étaient tous des joueurs de champ. Deuxième question donc. Quel est le seul entraîneur à avoir remporté 2 fois la Coupe du Monde? A, Carlos Bilardo. B, Helmut Schön. C, Vittorio Pozzo. A, B ou C? On y va. La réponse A pour Dagocha, la réponse C pour Henri Joël, la réponse B pour Ballot, c'est la réponse C. C'était la deuxième question, n'est-ce pas? C'est la réponse C. Vittorio Pozzo, le technicien italien, a réalisé le doublé en 1934 et 1938 avec la Squadra Azzurra. Troisième question. Oui, Henri Joël, vous avez trouvé la bonne réponse, on a compris. Okay. Qui est l'entraîneur de l'équipe de l'Africa Sport, finaliste de la Coupe des clubs champions en 1986? A. Ça, il n'était pas né. Bonketia Martin, les réseaux sociaux sont là. B. Keita Mamadou. C. Kablan Sampon. Kablan Sampon, c'est mon nom. Dagocha l'a vite écrit. Oui, monsieur. B pour tout le monde. C'est la réponse C, même pour ceux qui étaient nés. Non. Kablan Sampon, décédé le 20 août 2021. Le technicien ivoirien a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions avec l'Africa Sport face aux Zamalek d'Égypte en 1986. Ah, finaliste. Ah, faut bien écouter la question. Quatrième question. Pas des gros mots. Un carton jaune pour Dagochal. Désolé. Retrait de points. Quatrième question. Quel est l'entraîneur qui a remporté le plus de trophées européens? Voilà. A.
Carlo Ancelotti. B. Pep Guardiola. C. Giovanni Trapattoni. A, B ou C? Oui. Dago Charles, vous êtes suspect. D'accord. La réponse C pour Dago Charles et Balo, la réponse B pour Henri Joël. C'est la réponse A. Voilà. Vous êtes tous perdants. Carlo Ancelotti, le technicien italien, a remporté au total 8 trophées. T'as pas bien lu, moi, regarde bien. En plus. Dago Charles voulait prendre le deuxième carton. Lui-même, il n'a aucun point. Il disait, on va retirer quoi. La dernière question. Pour l'honneur quand même, Dago Charles, pour l'honneur. Qui est l'actuel entraîneur du Sporting Club de Gagnoa? Allez. A. Cablan Marcelin. Non. B. Alain Yossian. C'est mon ami. C. Nyakala Yassi. B pour tout le monde. Et oui, c'est la réponse B. Alain Yossian, l'ancien coach de la FAD, est l'actuel entraîneur de l'équipe du Fromager. Roulement de tambour. Égalité. En tout cas, il y a un dernier. Voilà, donc le résultat, une égalité parfaite entre Henri Joël et Balo. Bon, félicitations quand même, messieurs. Aucune question. Vous êtes perdants. Bon, messieurs, les pas de danse. On n'est même pas à changer de pas. Non, quand même. Quand on est assis là, c'est ça. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Sous les pas de danse des grands danseurs de la grande team que l'émission de ce soir prend fin. On se retrouve demain en direct 20h30. Merci beaucoup Dago Charles. Merci beaucoup Henri Joël. Merci beaucoup Balo. Merci aussi à vous. Demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.